Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler douleur au dos, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de comment intégrer des exercices d'explosivité et de développement de puissance dans nos entraînements classiques de musculation, et on va également parler de modalités passives, les massages, les theragones, etc. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça a sa place dans notre arsenal d'outils qu'on peut utiliser en tant que pratiquant de sport, de musculation? Eh bien je vais tout vous dire là-dessus. Mais avant toute chose, commençons par les news de la semaine. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé directement comme ça, donc j'ai beaucoup de news cette semaine. Restez connectés, je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient cette partie là, donc c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Alors la première news de la semaine, c'est qu'on a eu un épisode avec Volkan Ozdemir, combattant suisse qui est à l'UFC depuis plusieurs années maintenant. Si vous ne l'avez pas encore écouté / regardé, je vous invite à aller l'écouter. D'ailleurs j'ai reçu beaucoup de feedback positif, il a vraiment cartonné directement sur YouTube et sur les autres plateformes, donc merci énormément. Et comme d'habitude, eh bien il y a des rageux, il y a des haters, je dois m'habituer à ça les amis, parce que vous savez quoi, le following grandit petit à petit et ça fait partie du jeu. Il y a les rageux qui viennent s'installer. Jusqu'à maintenant c'était relativement calme, un ou deux que tu dois remettre à sa place. Et je vais vous dire la vérité, parfois je réponds pas à tous les commentaires parce que je suis pris dans un truc, mais quand je vois un commentaire d'un rageux, j'ai envie de je dois le remettre à sa place. Mais là ça commence à déborder donc on peut plus tout gérer. Donc je vais vous dire un truc, moi j'ai un peu d'empathie pour ces gens-là, parce que je sais que ce sont des gens misérables, ils n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes et veulent déverser leur haine qu'ils ont au final de leur propre vie, leur mal-être intérieur, ils veulent le déverser sur le monde qui les entoure. Et des fois c'est un truc où je me dis, t'es un psychopathe, t'as un problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui critiquent, qui sont abonnés, qui me disent ouais j'aime pas ta voix, etc. Mais t'as écouté le podcast en entier et t'écoutes les autres trucs, t'as un problème. T'as vraiment un problème. Donc les amis, prions pour ces gens-là. J'espère que un jour ils verront la lumière. Quoi que l'on soit, allez écouter l'épisode, c'est toujours intéressant d'écouter le parcours de personnes qui a une expérience comme Volkan Ozdemir, et préparez-vous pour les prochains guests. Et d'ailleurs je vais vous dire un truc, quels sont les prochains guests que vous voudriez voir sur le KC Show Podcast? Parce qu'aujourd'hui, voilà, je pense qu'on n'a plus de limite. Si la personne est intéressante, eh bien je ferai la demande d'aller lui parler. Commençons par le premier sujet que j'ai noté ici. Il y a eu une émission faite sur l'émission 7 à 8 sur TF1 où il parlait de musculation. Et là, on a un média mainstream, encore une fois, qui aborde le sujet de la musculation et qui aurait pu tourner le tout en quelque chose de positif, parce que c'est quelque chose de positif, mais non, bien entendu, ils ont dû tourner le tout en truc dramatique, en disant que la musculation c'est dangereux, que c'est pas bien. Bien entendu, il y a beaucoup d'extraits que vous allez retrouver sur TikTok et sur Instagram, beaucoup de personnes de la communauté fitness francophone qui ont réagi, qui bien entendu trouvent ça aberrant, et je trouve ça aberrant également, mais enfin aberrant, pas vraiment, parce que on est habitué aux médias mainstream qui essaient de manipuler la pensée des gens et qui au final sont morts, ils sont en train de mourir, ces médias mainstream. Donc ils sont obligés de trouver le petit truc qui va faire parler d'eux. Ils savent que la musculation c'est très populaire, c'est très mainstream, donc forcément ils utilisent ce sujet mainstream, ils vont appuyer dessus en essayant de le diaboliser. Ils savent que les gens vont réagir, ça va faire augmenter les clics, leur audience, etc. Mais sinon ils sont morts. Les médias citoyens comme les podcasts, les chaînes YouTube, etc., de gens qui abordent de vrais sujets, là ça devient intéressant, et ces médias là le savent. Donc TF1 ils sont morts, 7 à 8, c'est n'importe quoi ce genre de commentaires, ce genre de d'émission. Franchement, encore une fois, un truc noble, un truc intéressant, vous aurez pu dire hey, les gars, ouais c'est bien la musculation, c'est très bien, faites attention, faites-le de manière encadrée, et c'est ça le message qui devrait être propagé. Mais malheureusement non, ils préfèrent parler de trucs inintéressants et diaboliser le truc. Donc encore une fois, malheureux de voir tout ça. Sinon on a eu en début du mois une ban TikTok, donc TikTok qui a été banni par le gouvernement américain, parce que TikTok est une société chinoise. Le gouvernement américain, qui n'a pas le contrôle sur cette application, s'est dit oulala, c'est dangereux. Depuis des mois, ça fait déjà plus que des mois, ça fait déjà maintenant des années que TikTok est problématique pour les États-Unis. Et les États-Unis ont dit ouais, c'est fini, voilà, on va bannir le tout. Soit c'est américain, soit il n'y a pas d'américain qui va l'utiliser. Bien entendu, ce sont les Américains qui font vivre ce genre d'application, TikTok, Instagram, etc. Donc c'est problématique pour TikTok, bien entendu. Du coup, il y a eu des négociations. Il y a beaucoup de personnes aux États-Unis, dont des personnalités, qui ont proposé d'acheter l'application TikTok pour que ça reste sur le sol américain. Entre autres, on a eu MrBeast, on a eu Kevin O'Leary, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un investisseur dans Shark Tank. Shark Tank qui est la source d'inspiration de l'émission française qui est... Comment ça s'appelle encore? Tu veux devenir mon associé, un truc comme ça? Voilà, tu veux devenir mon associé. Enfin bref, il y a plusieurs personnes, je crois qu'il y a Jeff Bezos également de Amazon qui a proposé de racheter l'application. Enfin bref, je ne sais pas trop qui va acheter l'application, c'est en pourparlers. En tout cas, l'application a été bannie.
Et ensuite, Donald Trump a enfilé sa cape de super-héros pour augmenter sa popularité. Il a dit non, 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 je vais faire en sorte de réouvrir l'application. Et quelques heures après, l'application a été réouverte par Donald Trump. Et là, c'est le super-héros de tous les jeunes, tout le monde est content. Et c'est assez drôle de voir sur les réseaux sociaux tous les mimes qu'il y avait, les vidéos marrantes qu'il y avait autour de TikTok. Entre autres, celles où ça montrait des gens qui, au final, n'avaient aucune compétence, sauf celle de danser sur TikTok. Et en gros, c'était, ouais, genre moi qui, maintenant que TikTok est fermé, je vais, comment dire, apply, je vais, comment dire apply, je perds mes mots en français, bref, où je vais appliquer, quoi, postuler, ouais, je vais postuler pour un job, et en gros, ils font des danses TikTok, etc. Bref, c'était assez drôle, mais les gars, ça en dit non, restez prêts, vous pouvez pas compter que sur une application, vous pouvez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, spécialement dans un truc qui ne dépend pas de votre contrôle. Donc c'est très important de garder ça en tête. Et moi, pour tous ceux qui font mon programme mentorship, eh bien, j'ai toujours invité les gens à procéder de cette manière-là. Si vous êtes dans le monde entrepreneurial, eh bien, c'est très important de garder ça en tête. Parce qu'à tout moment, les gars, hey, ils font ça, bam, et il y a tout qui peut basculer. Donc comptez sur vous, comptez sur vos compétences, soyez prêts en tout temps. D'ailleurs, sur le fait d'être prêt, il y a une autre application qui s'appelle CapCut qui a été bannie également aux États-Unis, réouverte par la suite. Mais c'était la panique à bord parce qu'il y a plein de créateurs de contenu qui ont construit tout leur business sur cette application-là, CapCut. Beaucoup de personnes qui produisaient du contenu sur les réseaux sociaux, qui utilisaient cette application CapCut, et bam, banni en même temps que TikTok. Et là, Instagram, c'est là où ils ont été super vifs, et j'en ai fait part dans ma newsletter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, faites-le, le lien dans la description, vous recevez du contenu exclusif, des réflexions, des offres exclusives, etc. Et du coup, eh bien, ce qu'ils ont fait Instagram, c'est qu'ils ont dit, ok, hey, nous, on était prêts. Ils ont dit, ok les gars, TikTok, c'est fermé. On va changer les règles de notre application Instagram. Et en plus de ça, on va vous offrir des bonus à vous, les créateurs de TikTok, pour que vous puissiez migrer sur Instagram uniquement. Et en plus de ça, vu que CapCut c'est fini, on a créé une nouvelle application qui s'appelle Edits, sur laquelle vous pourrez éditer vos vidéos. Et les gars, si c'est pas un coup de génie, alors coup de génie sert de Zuckerberg et sa team, mais bon, ils savaient pas que les autres applications allaient rouvrir. Donc on verra ce qu'il en adviendra. Mais en tout cas, j'ai trouvé intéressant de voir que les gars étaient prêts. Et je le dis toujours, mieux vaut être prêt que désolé. En anglais, c'est un peu différent. Ils disent if you stay ready, you don't need to get ready. Okay? Si tu restes prêt, c'est pas très français ici, eh bien, t'as pas besoin de devenir prêt. Donc, c'est ça l'idée. C'est toujours intéressant de le garder en tête. Soyez vif comme Instagram. Sinon, parlons sport ici. On a Khabib, le GOAT du Daghestan de l'UFC, qui est sorti comme un roi invaincu de sa catégorie après toute la médiatisation avec les combats contre Conor McGregor. Et bien là, il a eu une proposition de l'UFC de 40 millions, les amis, pour revenir combattre contre Conor McGregor. Et là, ça aurait été un fight historique. Tout le monde, bien entendu, aurait payé pour voir ce fight, cette revanche des anciens. Et Khabib a dit non, j'y refuse. Les gars, il faut avoir des principes et une grosse paire de parce que refuser 40 millions pour un combat, c'est quelque chose. 40 millions de dollars, les mecs. Il y en a qui auraient vendu leurs parents pour ça, leurs enfants pour ça. Le gars a dit non, moi je n'ai qu'une parole. Sa parole est plus importante que les 40 millions de dollars. On voit que vraiment ce sont des hommes de principe. Qu'on n'aime pas le combattant, le personnage, les trucs en extra, ça, on ne peut que respecter. En tout cas, moi, je respecte parce que 40 millions, j'en dis quoi 40 millions, bon, si, j'étais un peu fatigué quand j'ai dit ça. J'ai dit que j'arrêtais, mais je rigolais. Quand même, j'ai balancé 40 millions. Je rigole, mais je rigole pas trop. Autrement, sinon, on a ici, pour continuer avec le sport, on a eu une vente aux enchères du maillot de Wemby. Alors, Wemby, il était un match, je me rappelle pas dans quel état exactement, quel match, mais il a donné son jersey, son maillot à un petit de quelques ans, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui était là. Geste, parce que voilà, il donne à un fan, il est tout content, tu te dis, bon, j'ai donné le truc au fan, et quelques jours après, il voit que le maillot qu'il a donné est mis aux enchères. Et le prix est monté jusqu'à 700 000 $, les amis. Donc Wemby, il était un peu bouleversé, on voit qu'il a tweeté un peu avec un emoji en pleurs, du sens, les gars, vous déconnez, moi je donne ça par amour, vous vendez mon maillot, c'est n'importe quoi. Au moins, passez un pourcentage, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas s'il pensait ça, mais 700 000 $, ça se trouve là, c'est encore plus cher. Peut-être que c'est 1 million, mais bref, c'est de la folie. Tout pour le profit, les amis, tout pour le profit. Autrement, pour continuer avec le développement de notre société, on a eu un bouleversement
au niveau de l'intelligence artificielle ces derniers temps. Et je vous le dis, ce monde de l'intelligence artificielle, ça va complètement bouleverser nos trains de vie. Nos vies vont changer complètement. Alors, pour ceux qui utilisent ChatGPT, vous êtes familier avec ça. ChatGPT, ça a évolué. Le CEO de ChatGPT, c'est Sam Altman. Sam Altman, de manière très arrogante, je me rappelle avoir vu une vidéo où il était à une conférence et il y avait, je sais pas s'il était en Inde ou je sais plus où, mais en tout cas, il y avait un ingénieur indien qui lui demandait ouais, comment on peut faire dans notre pays où il y a moins d'investissement pour créer son intelligence artificielle. Le gars disait ouais, mais jamais, vous pourrez jamais nous rattraper. Oubliez vous les moldus, hein. Nous, les gens super riches, nous qui avons les investissements, les milliards, etc. Tu peux pas nous rattraper. Tu peux essayer, tu peux, mais tu vas jamais nous rattraper. Il faut savoir que l'intelligence artificielle est, entre autres, fournie par tous les ordinateurs qu'on utilise, etc., par des processeurs qu'on appelle des chips d'une société, la plus grande société cotée en bourse américaine qui s'appelle Nvidia. Et eh bien, ces derniers jours, il y a eu un bouleversement total avec une nouvelle intelligence artificielle créée par la Chine qui s'appelle DeepSeek. Et effectivement, cette intelligence artificielle est aussi performante que ChatGPT, mais est 95% moins chère que ChatGPT. Et en plus de ça, elle ne dépend pas des processeurs des microchips, des processeurs de Nvidia. Pourquoi? Parce que le gouvernement américain avait eu ce conflit justement avec la Chine en interdisant la Chine d'utiliser ses processeurs de Nvidia. Ces processeurs, cette société qui est basée à Taïwan, d'où le conflit géopolitique entre Taïwan, la Chine et les États-Unis. Et les Chinois, ils ont dit ok, tu veux nous niquer, mais tu vas pas nous niquer comme ça. Donc les gars, sans tout le processeur et tous les investissements que les Américains ont, ils ont réussi à construire une intelligence artificielle qui est aussi performante, si ce n'est plus performante que l'intelligence artificielle la plus performante des États-Unis qui est ChatGPT. Bam, DeepSeek. Et là, les marchés américains boursiers se sont effondrés, panique à bord. Résultat des courses, Donald Trump décide d'investir un demi-trilliard. Donc 500 milliards de dollars dans un nouveau projet qui s'appelle Stargate pour investir plus dans le développement de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est la course à l'intelligence artificielle. Les gars, le monde va changer. C'est marrant, depuis que je vois tout ça, je marche dans la rue, je vois des métiers, je dis, ah toi, dans 5 ans, t'existes plus. Ah, dans 5 ans, c'est plus la même chose. Et je dis 5 ans et ça se trouve, ça va arriver beaucoup plus rapidement que 5 ans. Mais on verra ce qu'il adviendra. Sinon, on va retourner au monde du sport, mais continuer avec ce côté business. J'ai vu une interview du cofondateur de l'Aerox. Alors pour ceux qui sont familiers avec l'Aerox, vous connaissez, c'est le nouveau CrossFit. En gros, tous les CrossFitters se sont convertis à l'Aerox. Ça me fait rire. En plus, je l'ai dit pour encore une fois me répéter ici, mais j'ai toujours dit le CrossFit, c'est problématique à cause des mouvements complexes, d'haltérophilie, de gymnastique. Le jour où il y a quelqu'un qui prend le même concept et qui enlève ces mouvements complexes, il va cartonner. Et ben, résultat des courses, c'est l'Aerox. C'est ce qu'ils ont fait. Et le cofondateur a dévoilé les chiffres. Ils disent qu'ils font 83 événements par année, soit 3 événements par jour ou 3 vagues, si je comprends bien sur comment ça fonctionne. Pour être honnête avec vous, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a un horaire, par exemple, celui du matin, celui à midi et ceux le soir. Et ils ont dit qu'ils ont environ 650 000 participants par année qui payent environ 130 € pour participer. C'est-à-dire, même le podcast Lost, il disait quoi? Les gens ils payent 130 € pour courir 8 km et souffrir. C'est une dinguerie. Mais c'est vrai. Les gens payent pour avoir ce sentiment d'être un athlète. Et je me rappelle, moi, on va le faire peut-être un jour, qu'on aura plus de temps. C'est fun. Mais je me rappelle, moi, à l'époque, même avec les compètes de jiu-jitsu, je disais, pourquoi j'ai fait quelques compètes, championnat d'Europe, j'ai fait des trucs et je dois payer, moi, pour faire une compétition. Ça n'a pas de sens. Je m'entraîne dur déjà, je paye l'abonnement, les transports et tout. Et là, non. Mais bref, ça marche. Donc, j'ai calculé un petit peu et les gars, ils font environ 84 000, je dis n'importe quoi, 84 500 000 de chiffre d'affaires. Juste avec leur événement Aerox. C'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'environ par événement, ils font un peu plus d'1 million par événement de chiffre d'affaires. Et j'imagine que voilà, la marge doit être de 70%. Allez, il y a 30% d'investissement, 300 000 que tu investis pour l'infrastructure, louer le lieu, etc., etc. Et franchement,
c'est un business de ouf. Si j'avais su, les amis, j'aurais peut-être, je serais pas en train de faire ce podcast-là. J'aurais lancé l'Aerox. Je savais, mais bon, j'avais su. J'aurais dû investir. C'est un beau chiffre d'affaires, en tout cas, les mecs, qui sont presque à 100 M. On vous faisant courir. C'est pas fou, ça? C'est de la folie, ça, quand même. Sinon, il y a une nouvelle trend également sur TikTok et Instagram pour continuer avec le monde de la muscu et pour faire notre transition ici sur l'aspect technique des choses, où on a plusieurs personnes qui montrent leur physique en disant hey, ça c'est mon physique après 5 ans de muscu, après 10 ans de muscu, après 11 ans de muscu, et ce sont des physiques qui sont moyens, ce sont des physiques moyens. Alors bien entendu il y a beaucoup de critiques dans les commentaires, les gens qui disent ah blabla, c'est n'importe quoi, tu ressembles à rien, ça fait 11 ans que tu fais la muscu, c'est pas vrai, blablabla. Et on m'a demandé mon avis plusieurs fois sur ce genre de trend, donc je vais me permettre de faire donner mes 2 cents ici durant cet épisode là. Alors c'est vrai que les gens regardent ce genre de physique qui sont des physiques moyens, et je vais vous dire un truc, tu peux pas compter que sur ce que tu fais à la salle, c'est tout un lifestyle. Si tu vas à la salle de musculation, déjà il y a tellement de variables à prendre en considération. Tu peux faire 20 ans de musculation, mais tu vas à la salle, tu as des entraînements qui sont pas structurés, tu fais toujours la même chose, tu fais pas les choses de la manière la plus appropriée, de manière progressive, etc. Toutes ces variables même de la salle de sport, tu peux faire ça pendant 20 ans. Tu vas avoir un physique qui va être médiocre. Alors oui, tu auras un peu de muscle, etc. Mais voilà, c'est un aspect. Après, tu as le côté lifestyle en dehors, le sommeil, l'alimentation, etc. Tu vas à la salle, mais tu pousses des poids, certes, mais tu dors pas assez, tu manges pas correctement. Forcément, tu vas pas avoir un physique qui reflète cet investissement de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans de musculation. Maintenant, je vais vous dire un truc, on va parler vrai ici. Si vous faites 5 ans de musculation, que vous avez un lifestyle qui est adéquat, cohérent, vous dormez, des fois vous dormez un peu moins, des fois un peu plus, etc. Mais ça reste ok. Vous mangez pas comme un porc tous les jours, vous mangez sainement du lundi au vendredi, samedi un petit écart, le dimanche un petit écart sur un petit repas ou un petit dessert. Voilà, simple, sans jamais aller dans l'exagération. Vous vous entraînez avec un programme structuré, un programme ou des programmes structurés, c'est ce que j'inviterai à faire, ou dans une progression toujours. Mais les gars, en 5 ans, vous avez un physique monstrueux. Donc moi, je suis de l'avis de ces gens qui disent, si tu montes ton physique en disant, ah, ça fait 11 ans, ça c'est le vrai physique de quelqu'un qui fait de la muscu. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça. Un gars qui fait de la muscu et qui a un mode de vie qui est sain à côté, il a un physique qui est impressionnant. Très impressionnant. Il est sec, il est musclé, il est sculpté. C'est ça la réalité. Et quand tu vois un gars qui te montre son physique, qui dit ouais, ça, moi c'est ça, 11 ans de muscu, et au final c'est pas très impressionnant. C'est ça la réalité. Ne vous fiez pas aux gars qui vous montrent des trucs de ouf qui sont stéroïdés. Alors oui, il y a cet extrême-là où il faut pas se fier aux gens qui utilisent des produits anabolisants, qui font des trucs qui sont illégaux pour développer leur côté esthétique. C'est un extrême qu'on va même pas aborder parce que voilà, il faut pas se laisser illusionner par ça non plus. Mais il y a des gens que vous allez voir qui ont un très beau physique, qui font de la musculation et qui n'utilisent pas de produits dopants, etc. Mais c'est juste des gars qui sont à la salle régulièrement. Alors oui, certes, il y aura un peu de génétique, mais la génétique, ce n'est qu'une infime partie pour la plupart. Du coup, les gars, on va parler vrai ici. Si vous faites depuis la musculation depuis 10 ans et que vous n'avez pas un physique où vous voyez vos abdos, vous êtes bien sculpté, etc., c'est de votre faute à vous, c'est que, encore une fois, toutes ces variables ne sont pas maîtrisées et c'est pas ça le reflet d'un vrai physique de quelqu'un qui fait de la musculation régulièrement. Et je peux le dire parce que j'ai été toute ma vie dans cette situation-là où j'enlevais mon t-shirt toute l'année. Là, je suis dans la moins bonne forme physique de ma vie et parce qu'il y a tous les trucs qui vont pas, c'est une catastrophe au niveau des entraînements, au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil. Si je m'entraîne 3 fois dans la semaine, c'est que je suis heureux, sinon je fais mon hybrid 20 un peu tous les jours. Et encore, là, à ce stade, aujourd'hui, je suis encore trop fatigué. Mais pour vous dire que il faut parler vrai ici. Blâmez-vous vous-même. N'essayez pas d'accepter cette médiocrité en vous disant oui, c'est ça la norme en fait. Non, c'est pas ça la norme. Peut-être que pour certains, en fait, vous n'avez jamais fait ce moment strict où vous dites pendant 6 mois, je vais être un monstre. Et en 6 mois, je vais rééquilibrer mon alimentation qui va devenir mon lifestyle par la suite. Je vais m'entraîner de manière régulière et de manière assidue, de manière structurée. Là, vous allez voir des résultats qui sont extraordinaires. Vous faites ça pendant 5 ans. Vous êtes un extraterrestre. La plupart des gens, encore une fois, ne le font pas. Donc, ne prenez pas cette nouvelle trend de normalité comme quelque chose qui devrait être une référence. Ça ne l'est pas. Vous pouvez ne vous contentez pas d'être médiocre. Vous pouvez atteindre un niveau qui va être très intéressant. Encore une fois, si vous ne savez pas comment le faire parce que vous êtes perdu,
Il y a plein d'instructions sur Internet. Mais sinon, bien entendu, je dois faire mon shameless plug. Checker mes programmes hybrides fitness. Vous pouvez les cycler. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un bon physique, d'avoir une bonne fondation fitness, musculation. Travailler avec un professionnel compétent. C'est ça qui va vous amener à avoir vraiment un beau physique. Mais encore une fois, il va falloir gérer toutes les variables. Et là, vous allez pouvoir vraiment avoir des résultats. Alors, commençons par le premier sujet du jour. J'ai décidé de parler de la planche, les douleurs au dos. On va parler des douleurs au dos. Alors, surtout du gainage, qui est la planche, l'exercice classique où on se met sur les avant-bras avec les orteils qui touchent le sol et on doit tenir une position de gainage de planche comme pour pendant un certain temps. Alors pendant longtemps, ça a été l'exercice phare et ça l'est encore aujourd'hui, je dirais, à mon plus grand regret, pour traiter les douleurs au dos. En fait, c'est le truc qu'on a associé directement. On a dit, hey, t'as mal au dos? Vous allez voir votre médecin, vous allez voir votre kiné, vous allez voir votre coach, il va vous dire faites de la planche. Et en fait, c'est un vrai problème. Le problème, ce n'est pas l'exercice en soi. Le vrai problème, c'est ces liens associatifs qu'on a créés et ces mauvais liens de causalité ou de corrélation qu'on a créés avec les douleurs, les pathologies, les exercices à faire, etc. Tout ça, c'est très problématique. Donc, la planche, c'est vraiment l'exercice phare. Même si vous n'êtes pas dans l'industrie du fitness, vous savez que la planche, c'est le truc qu'on vous a donné quand vous aviez mal au dos. Le premier truc qu'on va dire, c'est que quand vous avez mal au dos, eh bien, la douleur, c'est très complexe. On ne peut pas dire exactement pourquoi on a mal au dos, la douleur. Il y a plusieurs phénomènes à étudier pour se dire que ça peut être X ou Y. Maintenant, de manière très globale, je vais donner un guide que vous pouvez utiliser ici. Si vous avez mal au dos parce que suite à, pour utiliser plutôt des termes plus corrects ici, vous levez le matin, vous avez suite à des événements stressants, ok? J'ai mal au dos, ça peut arriver, ok? C'est votre corps qui répond, votre système nerveux qui répond. Vous allez avoir mal dans des régions qui sont des régions problématiques ou qui ont été problématiques par le passé. Pour certains, ça va être le dos, pour certains, ça va être les genoux. Et là, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des dégâts structurels au niveau de vos tissus. Okay, donc là, c'est pas moi qui vais vous dire hey, ça, cet exercice, ça va être un exercice miracle. Ceci étant dit, je vais quand même vous inviter à bouger, etc. Je vais y venir dans un instant. Maintenant, si vous avez mal parce que vous avez consommé certains aliments qui ont éveillé certaines réactions au sein de votre corps, certaines réactions inflammatoires, eh bien éventuellement, ça également, ça ne veut pas dire qu'il y a de dégâts structurels au niveau des structures de votre dos. Donc encore une fois, l'exercice miracle n'existe pas ici. Maintenant, si vous vous êtes fait mal au dos suite à un mouvement brusque, à un exercice, à des événements sportifs, etc., eh bien là, on peut suggérer qu'il y a eu des dégâts potentiels au niveau de vos tissus. Et s'il y a eu des dégâts potentiels au niveau de vos tissus, eh bien qu'est-ce qu'on doit faire? On doit envoyer un signal adapté sur ces tissus pour que l'on puisse régénérer ces tissus. C'est ce qu'il faut garder en tête. Si vous avez une douleur au genou, eh bien on va envoyer un signal de force au niveau de vos genoux, le signal de force qui va être approprié pour que votre corps se dise hey, je dois construire plus de XY tissus autour du genou, c'est XY tissus qui sont problématiques. Okay, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Maintenant, pour la colonne vertébrale, on utilise un raisonnement qui est totalement différent. Pourquoi? Parce qu'on a cru que la colonne vertébrale était fragile. Et on est parti du postulat que la colonne vertébrale, de 1, devait toujours rester droite. Et c'est l'idée de vous faire de la planche. Je dis, hey, en fait, t'as mal au dos parce que t'es sorti de cet alignement que tu devrais garder. Donc, on va t'aider à te renforcer pour que tu puisses garder cet alignement en tout temps. Donc, du coup, fais de la planche. Et là, tu vas devenir plus fort. Malheureusement, c'est la première erreur qu'on fait, de penser que la colonne vertébrale doit être droite. Et on va débunker ça tout de suite. La colonne vertébrale est une multitude d'articulations qui a été designée pour bouger dans l'espace. Okay? Encore une fois, elle peut bouger dans l'espace. La preuve, vous vous tournez là, pam, le haut de votre colonne vertébrale, elle bouge. Okay? Si elle n'était pas censée se déplacer dans l'espace, eh bien, vous ne pourriez pas vous déplacer dans l'espace avec votre colonne vertébrale. C'est aussi simple que ça. Le Tout-Puissant, l'univers, la galaxie, peu importe ce en quoi vous croyez, vous a créé d'une certaine façon pour que vous utilisiez toutes les façons qui vous ont été données à disposition. Je donne toujours l'exemple du coude. Le coude, je peux le fléchir ici comme quand je fais un bicep curl, mais je ne peux pas aller à l'opposé. Je peux que tendre jusqu'à un certain degré. Je ne peux pas faire une extension complète et ramener ma main à l'opposé de l'autre côté. Okay? Ça veut dire que le coude n'a pas été designé pour ça. Parce que je ne peux pas le faire. Mais si je voulais le faire, eh bien, je ne peux pas le faire. Et pour la colonne vertébrale, ce n'est pas le cas. Si vous pouvez vous baisser, arrondir votre colonne vertébrale, la tendre, la plier sur les côtés, c'est parce qu'elle a été designée
pour aller dans toutes ces directions-là. Donc oubliez ce discours qui dit qu'elle doit toujours rester droite. Malheureusement, c'est un discours qui est dangereux parce que plus on vous dit de la garder droite, eh bien, plus vous allez craindre ces mouvements hors de cet axe-là neutre, et du coup, vous devenez très faible dans ces autres axes-là que cette neutralité. Du coup, quand vous sortez de cet axe de neutralité, eh bien, vous vous blessez parce que c'est un terrain inconnu. Vous n'avez pas préparé vos tissus à aller sur ces terrains-là, et ça va ne faire que de renforcer ces faux discours de ces gens qui disent les gars, vous avez vu, je vous avais dit, il fallait la garder droite. T'as vu, quand tu sors de cette neutralité, tu te blesses. Non, mais en fait, tu t'es blessé parce que tu as écouté ce discours dans un premier temps. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut avoir un certain degré d'analyse critique pour comprendre tout ça, d'accord? Et pas simplement sauter sur l'occasion et dire non, t'as vu, c'est à cause de ça. Non, c'est parce que tu m'as dit de ne jamais sortir, que je suis faible dans ces positions, et la vie m'oblige de toute façon à sortir de ces positions, et du coup, je vais me blesser de toute façon. Et c'est pour ça que les douleurs au dos, suite à des événements sportifs, sont un vrai fléau. Okay? Personne n'y échappe. Maintenant, c'est la première erreur qui a été mentionnée. La deuxième erreur, c'est que, j'en reviens au lien de causalité qu'on a créé, c'est qu'on vous a dit, si t'as mal au dos, c'est forcément parce que tu as une sangle abdominale qui est faible. Résultat, on va faire la planche. Combiner la planche avec le fait de tout le temps devoir garder sa colonne vertébrale droite, ou plutôt, pardonnez-moi, combiner le fait de renforcer ses abdos avec le fait d'avoir sa colonne vertébrale droite, quel exercice s'offre à nous? On n'a que la planche. Donc, voilà pourquoi la planche a été l'exercice qui a toujours été donné. Ce n'est que le résultat de deux raisonnements qui sont complètement erronés. Alors, pour revenir sur cet deuxième argument qui est utilisé en disant t'as mal au dos, c'est forcément parce que t'as des abdos qui sont faibles, ou sangle abdominale. Essayons de décortiquer le tout. Sangle abdominale, ça englobe plein de trucs. Ça englobe tout ce qu'on appelle le core en anglais. Tous les trucs qui sont à l'avant, tous les trucs qui sont sur le côté, tous les trucs qui sont à l'arrière. Et du coup, quand on fait la planche, eh bien certes, on va renforcer certains de ces tissus d'une certaine façon, mais aucun de ces tissus n'est challengé de la manière la plus appropriée. On va principalement chercher à renforcer la partie avant de vos abdos, pour parler ici en très vulgarisé et très simple pour que tout le monde comprenne. Mais souvent, ce qui va se passer quand vous allez vous blesser au niveau de la colonne vertébrale, eh bien c'est justement ces tissus à l'arrière, ces tissus qui sont proches de cette colonne vertébrale, d'un point de vue plus profond, d'un point de vue superficiel, qui vont vous faire mal. Vous allez avoir mal justement sur cette musculature quand vous touchez l'arrière du dos. Mais on vous dit non, renforcez l'avant. Si vous renforcez l'avant, eh bien l'arrière va être OK. Encore une fois, c'est un raisonnement qu'on n'utilise que pour la colonne vertébrale. Comme je l'ai dit dans le réel que j'ai posté récemment sur Instagram, personne ne va vous dire de renforcer vos biceps pour traiter vos triceps. Pour traiter vos triceps, vous devez envoyer un signal de force directement sur vos triceps. On devrait utiliser exactement le même raisonnement pour notre colonne vertébrale parce qu'on parle des mêmes tissus d'un point de vue biologique. Donc, comment ces tissus de la colonne vertébrale répondent? Ils répondent de la même façon que tous les autres tissus du corps. Par conséquent, on doit envoyer un signal de force sur ces tissus-là. Pas les tissus à l'opposé, non, ces tissus-là spécifiquement. Donc, on doit envoyer un signal de force sur ces tissus qui sont à l'arrière, ces tissus qui sont problématiques. Ça, on va parler d'angles bien précis ici, mais quoi qu'il en soit, on ne cherche pas à travailler sur les muscles opposés en espérant que ça puisse guérir les muscles à l'arrière. Okay? Vous l'aurez compris ici. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas un travail qui doit être fait sur les muscles opposés. Bien entendu, les deux vont s'alimenter pour le bien-être global, mais dans un premier temps, pour la régénération de tissus de meilleure qualité et pour préparer ces tissus à faire face à des contraintes plus extrêmes, plus importantes par la suite, eh bien, on doit travailler directement dessus. Et j'espère que ça fait sens pour vous. Si vous voulez que vos quadriceps soient plus forts pour faire face à des contraintes externes, il ne faut pas travailler sur vos ischio-jambiers, il faut travailler sur vos quadriceps. Donc c'est très important de comprendre ça et malheureusement, on a beaucoup de mauvais liens associatifs qui ont été créés. La planche, ça, encore une fois, ce n'est pas une question de est-ce que c'est un bon exercice ou pas un bon exercice. Il y en a qui vont dire oui, mais il y a le Stuart McGill qui a créé le Big Three, les planches, etc. C'est démodé tout ça. C'est basé sur des modèles qui sont complètement erronés. Et est-ce que la planche est un bon exercice ou un mauvais exercice? Personne dit qu'il y a de mauvais exercices. C'est mon discours depuis toujours. Il n'y a pas de bons ou de mauvais exercices. Il y a des exercices qui sont plus appropriés, plus adéquat à des moments bien précis. Et on ne doit pas simplement mettre un exercice dans sa programmation parce que ouais, il est un peu bien pour la colonne vertébrale. Non. On va sélectionner les meilleurs exercices pour la colonne vertébrale, les 1, 2, 3 exercices, parce qu'on ne doit pas tous les faire. On doit faire ceux qui sont les plus optimaux pour traiter le problème qu'on a en face de nous. Et là, on va commencer à travailler dessus. Donc, si vous comprenez le principe derrière, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez mal à l'arrière du dos,
un muscle bien précis, bien, je vais graduellement essayer de bouger sans jamais aller dans des zones douloureuses. Ensuite, je vais essayer d'envoyer un signal de force sans mouvement dans un premier temps sur ces tissus qui sont douloureux. Et ce signal de force doit être très bas, très léger au tout début, pour que vous puissiez habituer votre corps à faire face à cette première intensité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va graduellement augmenter cette intensité. C'est ainsi que votre corps va recevoir ce signal, dire « Ah, tu vois, ce tissu-là qui est endommagé, je vais le transformer en un tissu qui va être plus fort et plus fort au fil des semaines, etc. etc. » Et c'est comme ça que le tout devrait être traité. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. La planche n'est pas un exercice magique pour le bas du dos. Faites ou utilisez ces principes-là qui sont de traiter directement les tissus qui sont problématiques avec du mouvement quotidien, répété plusieurs fois sans aller dans les zones douloureuses dans un premier temps, et dans un deuxième temps avec un envoi de signal de force qui va être bas, approprié, tolérable dans un premier temps et qui doit être progressé dans le temps. Encadrez-vous d'un professionnel compétent ou alors d'un programme qui pourra vous guider. C'est tout ce que je peux vous dire ici et j'espère que ça pourra grandement vous aider. Sinon, continuons avec le deuxième sujet qui a été très intéressant, que j'ai sélectionné une question de Thomas qui dit « Salut Kevin, je sais que tu n'es pas un grand fan des modalités passives comme les massages, le Theragun, le taping ou les outils pour soi-disant casser les adhésions. Cependant, en regardant les vlogs de Gaël, mon fils, je vois que son physio utilise ce genre d'outils. Je me demandais comment se passaient vos échanges concernant ces sujets-là, sachant que tu es contre et eux pour. Merci d'avance. » Alors, bonne question ici qui a été posée par Thomas. Il faut savoir que c'est une question qui est déjà revenue par le passé. Et c'est vrai que, encore une fois, je suis jamais pour quelque chose à 100% ou contre quelque chose à 100%. Je dis toujours que on a une boîte à outils avec plusieurs outils et qu'on doit utiliser le bon outil pour le job qu'on doit faire. Si j'ai un tournevis, si j'ai une vis dans un mur, je ne vais pas utiliser un marteau, je vais utiliser un tournevis. Si j'ai un clou, je ne vais pas utiliser un tournevis, je vais utiliser un marteau. D'accord? Et c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, toutes ces modalités passives, les massages, par passive, on entend quoi? On entend des méthodes qui n'ont pas à voir avec l'intégration de notre système nerveux, d'activation de notre système nerveux directement. Okay? Donc, c'est quelque chose d'externe qui vient manipuler notre corps. Okay? Du coup, ces modalités-là, eh bien, elles sont intéressantes d'un point de vue sensation. Ça va nous permettre de réduire les douleurs de manière temporaire. Ça va nous permettre de peut-être, justement, pour les athlètes du plus haut niveau, réduire ces douleurs de façon à ce que l'on puisse performer directement après. Et c'est là qu'il faut contextualiser le tout. Est-ce que je suis pour ces modalités ou contre ces modalités? La réponse globale est la question n'est pas là. Maintenant, la réponse dans un contexte spécifique, elle va être oui ou non. Est-ce que je suis pour ces modalités pour les athlètes du plus haut niveau qui doivent performer au-delà de leur bien-être et de leur santé? Absolument. Absolument. Est-ce que je vais éduquer mes athlètes? Est-ce que j'éduque mes athlètes en leur disant écoute, ça c'est bien, mais ce que je dois faire vraiment pour guérir ces tissus, c'est ça? Bien entendu, on doit faire de l'actif, on doit faire du travail spécifique sur ces tissus, comme je l'ai mentionné pour la colonne vertébrale, pour XY articulation, pour XY tissu, pour que ça devienne meilleur. Ça c'est bien, ça va soulager la douleur, ça va nous permettre de continuer à nous entraîner sur le côté, etc. De faire ton match le lendemain, mais c'est pas la solution miracle. Et c'est simplement ce qu'il faut garder en tête, d'accord? Donc pour le contexte des athlètes, oui, utilisez les bains froids, utilisez la cryothérapie, utilisez les massages, utilisez ce que vous voulez, tout ce qui vous fait vous sentir mieux parce que vous devez performer, parce que c'est votre travail. De la même façon que vous allez au bureau quand vous avez un peu mal à la tête, que vous avez un peu mal au dos, etc. Vous restez pas à la maison, vous allez au bureau, ok? Parce que c'est comme ça, on doit travailler, on fait tourner la société. Ben, c'est pareil pour ces athlètes de haut niveau. Donc dans ce cas-là, oui, on va utiliser ces modalités passives. Encore une fois, tout est dans l'éducation. Maintenant, pour monsieur, madame, tout le monde, si vous vivez avec des douleurs extrêmes, de temps en temps, j'ai une douleur extrême, l'acupuncture, le massage, ça va m'aider, faites-le. Bam, ça m'a soulagé. Ok, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Qu'est-ce que je vais faire plusieurs fois par jour, régulièrement? Qu'est-ce qui va être ma priorité? Encore une fois, le travail actif, parce que c'est ça qui va vous sortir de votre douleur sur le long terme. Et malheureusement, la plupart des gens, et c'est peut-être ce discours-là qui ne doit pas être mal interprété, c'est que la plupart des gens ne comptent que sur ces modalités passives et chassent constamment ce bien-être temporaire. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est le bien-être sur le long terme. Donc, comment on le fait? On doit le faire activement. Nous-mêmes, on doit faire du travail sur le genou, sur le dos, sur l'épaule, peu importe, pour que ces douleurs puissent guérir. Aucun ostéopathe, aucun truc pour casser vos adhésions, soi-disant, vos tissus, etc. ne vont pouvoir vous aider.
D'accord? Sur le court terme, oui, simplement pour apaiser la douleur parce qu'il y a un effet analgésique, mais sinon sur le long terme, ce n'est pas ça qui va vous guérir. Donc j'espère que c'est compris une bonne fois pour toutes, on utilise le bon outil au bon moment. D'ailleurs, ça peut arriver si vous entraînez beaucoup, hey, un petit Theragun, ou entre deux événements de Aerox, de CrossFit, etc. Le Theragun, faites-le. Je vais jamais vous dire non, ça sert à rien. Est-ce que je pense qu'il y a d'autres trucs qu'on devrait utiliser en priorité? Absolument. Donc j'espère que ma réponse est claire ici. Autre question qui a été ici posée par Léa. Bonjour Kevin, tout d'abord merci pour tes vidéos et tes contenus hyper qualitatifs. Chaque fois on apprend des choses. Étant ancienne athlète IFBB bikini, je me suis toujours entraîné en faisant des séances de musculation entre guillemets pures, avec du cardio basse intensité. Depuis que j'ai eu mes enfants, j'ai toujours continué mes entraînements de la même manière, c'est-à-dire façon prépa body. De plus en plus, je m'intéresse aux différentes manières de m'entraîner et lors d'une de tes vidéos, tu parles d'explosivité, de sprint et je te rejoins sur le fait que c'est important d'aller le tout pour être complet. Je fais 4 entraînements par semaine, 2 haut du corps et 2 bas du corps, avec un peu de course à pied à côté. Ma question est, comment pourrais-je ajouter des exercices d'explosivité dans ma séance de muscu? Surtout, lesquels pour commencer? Je peux en mettre à chaque séance et à quel moment de ma séance, sur quelle intensité, rep, repos? Je te remercie par avance, Léa. Alors, question que j'ai déjà abordée bien entendu plusieurs fois, mais ça vaut la peine de répéter le tout. Est-ce qu'on peut combiner plusieurs qualités? Ça va à l'encontre du discours conventionnel classique occidental de la préparation physique. Eh bien, la réponse, c'est oui. On peut développer son explosivité, on peut travailler sur le développement de ses muscles et l'hypertrophie musculaire et on peut rajouter même du travail de cardio à la fin. On peut tout faire en une séance, c'est une question de temps et une question de ressources énergétiques. La règle à connaître, c'est que, et ça va répondre justement sur l'agencement de la séance, c'est que le travail d'explosivité, le travail de puissance, ça inclut justement ce travail de vitesse, de production de force maximale, eh bien on doit le faire quand on est le plus frais possible. L'ennemi du développement de ces qualités-là, c'est la fatigue. Donc plus vous êtes fatigué, moins vous allez pouvoir produire des vitesses élevées, produire des forces élevées et par conséquent, on n'est plus en train de développer ces qualités-là. Donc c'est simplement ce qu'il faut garder en tête. Si vous comprenez ça, ça répond directement à où est-ce que je dois intégrer tout ça. Eh bien, on va l'intégrer à la fin de notre partie préparation, à la fin de l'échauffement. Moi, j'appelle préparation parce que ça inclut plusieurs trucs. Mais à la fin de votre échauffement, classique comme c'est souvent mentionné, eh bien, c'est là que vous devriez intégrer vos exercices d'explosivité. 1, 2, c'est ce que je conseillerais si on fait sa partie classique comme elle a été mentionnée ici par Léa de prépa de bodybuilding. Là, tu vas intégrer des sauts. Tu peux intégrer des sprints, ok? En fonction des exercices qu'on va utiliser, je vais avoir des protocoles qui vont être légèrement différents, mais de manière très simple. 2 à 5 séries. Je dirais que si tu as encore un prépa, tu as encore une grosse séance, après tu vas faire de la muscu, simple. 2 à 4 séries, tu peux pas te tromper. 3, c'est le sweet spot. 3 séries de sauts. En général, ça va dépendre encore une fois des exercices pour tout ce qui va être saut, lancer de balle. À quoi je peux penser encore? Saut, lancer de balle, exercice d'explosivité pour le haut du corps, de développement de puissance. Je dirais, fourchette très large. J'aime viser les 3 à 6 répétitions. 3 à 6 répétitions, c'est vraiment les sweet spots selon moi. Il y a d'autres exercices de vitesse où je vais monter peut-être à 8-10 répétitions. Encore une fois, de travail de survitesse. Là, je vais travailler avec ça. Mais sinon, de manière générale, un saut, 3 à 6 répétitions, tu es sur le sweet spot. Ce que tu dois sentir, c'est que d'un point de vue subjectif, s'il n'y a pas moyen de mesurer le tout avec des outils externes qui coûtent très cher et qui demandent une certaine avancée technologique, simplement, tu vas te baser sur ce ressenti de la fatigue. Tu vas dire, quand je fais mon exercice, je produis mon 100%. Je produis mon 100%. Première rep, j'étais à 100. Deuxième rep, j'étais à 98. Troisième rep, à 95. Quatrième rep, 90. Ah, je m'arrête là. Je m'arrête là et je ne dois pas me cramer. Deuxième règle, il faut garder en tête, quand vous faites vos exercices d'explosivité, de développement de puissance, vous ne voulez pas taper dans votre fatigue. Parce que lorsque vous fatiguez ce qu'on appelle les fibres musculaires dites rapides, de type 2X, eh bien, elles prennent du temps à récupérer. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez cramées, pour votre séance là, ou pour les prochaines 10 minutes, impossible de les utiliser de manière efficace. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les utiliser sans trop les fatiguer pour que le temps de récupération ne soit pas trop conséquent. Donc 3 à 6 répétitions, avec 10% de baisse de fatigue qui va s'installer et un temps de repos qui va durer entre 2 à 5 minutes, je dirais. Aussi simple que ça. Si vous intégrez des sprints, du free game ici, il y a plusieurs façons d'intégrer le tout. Mais je dirais des guidelines simples que j'utilise depuis des années avec mes athlètes. Si on intègre des sprints en début de séance, pareil, s'il y a une suite après, je vais partir sur un...
allez, 3 à 5 sprints. Accélération, sprint, vu qu'on va le faire après. Si on le fait juste pour booster un peu son système nerveux, une ou deux accélérations, ça suffit pour moi. Mais si on le fait dans le mode travail, allez, on va viser plutôt les 3 à 5, 3 à 6 séries. Et là, simple, ça va encore dépendre de plein de paramètres, mais de manière générale, je vais prendre 1 minute de repos par 10 mètres parcourus. Donc si je fais 10 mètres, je vais prendre 1 minute de repos. Si je fais 20 mètres, je vais prendre 2 minutes de repos. En général, s'il y a une suite de travail après, je vais rester entre le 10 et le 20 mètres. Pourquoi? Parce que d'un point de vue logistique, c'est plus intéressant pour moi. Si je fais 4 séries, j'aurai 8 minutes de repos. Allez, en 10 minutes, on a fait notre partie sprint. On a encore 40 minutes pour faire le reste. Donc là, on a une bonne séance devant nous, ok? Versus faire des 50 mètres où je dois prendre 5 minutes de pause. Si je dois en faire 5, ça fait 25 minutes juste de temps de pause. Ok, on a compris, 25-28 minutes de travail. J'ai déjà la moitié de la séance qui est foutue. Donc encore une fois, facile à intégrer si vous restez entre le 10 et les 20 mètres d'accélération. Super intéressant pour ce développement athlétique. Pour les types d'exercices à faire, comme je l'ai dit, les sauts pour le bas du corps, saut avec des pas arrêtés, saut avec... comment on dit ça, contre-saut, ok, counter movement jumps. Pour le haut du corps, même principe, soit avec des pas arrêtés, exercice où on pousse, ou exercice où on tire, exercice avec contre-mouvement, pareil pour tout ce qui va être poussé, ou exercice de tirage. Si vous utilisez ces principes-là, vous ne pouvez pas vous tromper. J'invite à travailler dans différentes directions. Et pour les sprints, comme je l'ai mentionné avec les règles que j'ai mentionnées en début de séance. Et est-ce qu'on peut mettre ça à chaque séance? Absolument. Je dirais qu'on peut mettre ça à chaque séance, mais on n'est pas obligé. Je dirais qu'on aimerait l'avoir au moins 2 fois dans la semaine. 2 fois dans la semaine, on veut travailler avec des vitesses élevées, on veut produire cette puissance, très important selon moi, c'est le strict minimum. 2 fois dans la semaine, super intéressant, vous pouvez pas vous tromper. Et là, tu as une séance, si je me trompe pas, tu as une séance quoi? De haut du corps, de bas du corps. Je le mettrai à chaque séance. Chaque séance, je le mettrai. À chaque fois que je vais faire le bas du corps, je vais faire des exercices axés pour le bas du corps, avec ce focus explosivité, et haut du corps, haut du corps. Donc à chaque séance, je retrouverai la dose minimale, un exercice ou 2 exercices axés sur ça. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous voulez en apprendre plus, checkez mon programme Hybride Performance 2 qui va sortir très bientôt. Dernier sujet du jour qui a été envoyé ici par Mims. Hello, j'aimerais connaître ton état d'esprit actuellement. Est-ce que tu penses que tu as exploité tout le potentiel que tu pouvais en Suisse/Genève, ou est-ce que tu as encore une grande marge d'évolution dans ce que tu peux faire? Apprendre, enseigner, faire bouger. Excellente journée à toi, Mims. Alors, je trouve que c'était une bonne question. Et je pense que tout le monde peut se l'approprier ici. Est-ce que j'ai exploré tout ce qu'il y avait exploré dans ma région ici à Genève? Et là, encore une fois, extrapolez-le dans votre région, Paris, Marseille, Montpellier, que sais-je, Liège, Bruxelles. Eh bien, la question ne se pose pas. Quand vous êtes sur Internet, il n'y a plus de région. Ma plus grande communauté est sur Paris. Elle n'est même pas sur Genève. Donc, et ça, un discours que moi, j'ai toujours eu dans ma tête, tous les gens qui disent « Ah, mais je vais faire des trucs pour ma ville. » Ta ville, c'est quoi? C'est un M&M's à la taille du monde. Moi, j'ai envie de faire un truc pour le monde. Au moins viser la francophonie. Au moins viser la francophonie, vous êtes sur Internet, il n'y a pas de barrière de langue. Pourquoi faire des trucs pour votre ville? Je trouve que c'est vraiment se limiter dans son état d'esprit. Et ça en dit long sur l'expansion potentielle de vos affaires, de ce que vous voulez faire, de l'impact que vous voulez créer. Moi, quand j'ai commencé sur Internet, je me suis jamais dit, ah, je fais un truc pour ma ville, Genève, ou la ville où je vais habiter ensuite, Paris, New York, peu importe. Je me dis, non, je fais un truc pour le monde, pour ceux qui veulent bien m'écouter, peu importe où ils sont. Donc, dans mon état d'esprit, ça a toujours été ça. Et peu importe ce que vous allez lancer, un podcast, un magasin, peu importe, je vous inviterai toujours, bien que vous soyez localisé à un endroit bien précis, à penser toujours avec cette expansion-là et ne pas vous limiter à un endroit bien précis. Ok? Ça, c'est la première règle. Est-ce que je pense avoir maximisé ici à Genève d'un point de vue physique, bien entendu, parce que je ne peux pas prendre plus de clients. J'ai pas la capacité, j'ai une longue liste d'attente, j'ai beaucoup de demandes. Maintenant, voilà, je fais ce que je peux faire. Et mon but à moi, c'est de viser plus grand à chaque fois. Donc, je ne peux pas me limiter à cet état d'esprit-là. Mais même, j'ai même pas envie peut-être même de rester ici. Donc, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais c'est pour répondre à cette question, j'ai pas fini d'apprendre, j'ai pas fini d'enseigner, j'ai pas fini de faire bouger. Mais à qui je vais enseigner, à qui je vais apprendre, qui je vais faire bouger? Eh bien, la réponse est celui qui veut bien tendre l'oreille, celui qui veut bien me faire confiance. Et pas celui qui est dans ma géolocalisation la plus proche. Et c'est ça l'état d'esprit, je pense, qu'il faut utiliser. Et je vous souhaite d'utiliser le même état d'esprit parce qu'il faut toujours voir grand. J'aime pas les gens qui voient petit, ne voyez pas petit.
explorez cette grandeur en vous, osez, même si ça paraît extravagant, même si ça paraît inadéquat pour certains, je pense que c'est l'état d'esprit à utiliser. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. J'espère avoir répondu à cette question de la manière la plus concise possible. Dans tous les cas, les amis, nous on se voit, parle très bientôt. Si vous avez des questions, posez-les. Il y a un lien dans la description. Rejoignez ma newsletter pour du contenu exclusif. Plein de nouveautés qui arrivent très bientôt. Et à la sortie de cet épisode également, j'ai failli oublier, profitez de l'offre de moins 50% sur 4 programmes. Le lien est dans la description, les amis. Hybrid Starter, Hybrid Transform, Épaule Bulletproof et Hanche Bulletproof. Le lien dans la description, moins 50% jusqu'à demain, jusqu'au 31 janvier. Let's go, peace. C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.